Donc voilà, je suis Nicolas Haché, en effet analyste des politiques à l'unité conduite responsable des entreprises de l'OCDE ici à Paris, unité qui compte une trentaine de personnes et qui est responsable de la mise en œuvre de ce qu'on appelle les principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales qui sont un standard de conduite pour les entreprises qui a été adopté déjà en 1976 et qui traite d'un certain nombre de thèmes neufs, parmi lesquels notamment les droits humains, les droits des travailleurs, l'environnement, la corruption, etc., etc. Bienvenue à ce webinaire qui sera consacré aujourd'hui aux initiatives sectorielles en matière de conduite responsable des entreprises et plus particulièrement consacré à la manière dont ces initiatives s'articulent à la loi française de 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Alors aujourd'hui, pour nous parler de ce sujet, on aura Madame Julia Genovini, qui est responsable développement durable au sein de l'entreprise ST Microelectronics, et Monsieur Alistair Smith, qui est coordinateur international de l'ONG Banana Link. Je vais leur souhaiter la bienvenue et les remercier pour leur participation. Vous pouvez retrouver leur biographie détaillée sur la page web de l'événement. Elle est assez longue et impressionnante, donc je ne vais pas la restituer intégralement ici pour gagner du temps. Et avant de leur passer la parole, je vais introduire juste en quelques mots le sujet du webinaire. Donc le cycle auquel appartient ce webinaire se penche en général sur le devoir de vigilance des entreprises qui a été inauguré par la loi de 2017 à laquelle j'ai fait référence. Et cette loi sur le devoir de vigilance vise à opérationnaliser ce qu'on appelle la diligence raisonnable, qui est un concept qui est reconnu notamment par les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme ou les principes directeurs de l'OCDE, dont je m'occupe plus particulièrement avec l'unité sur la conduite responsable des entreprises ici. J'imagine que si vous vous intéressez à ce sujet, vous savez tous que la loi de 2017 impose aux grandes entreprises françaises de plus de 5 000 employés en France ou 10 000 dans le monde, en comptant les filiales, de réaliser ce qu'on appelle un plan de vigilance, que la loi nomme un plan de vigilance, afin de prévenir et atténuer les risques et incidences en matière de droits humains, en matière de santé et de sécurité des travailleurs et en matière environnementale. Et donc, comme je l'ai dit, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est que la loi précise, et je cite, que le plan de vigilance a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société et, le cas échéant, dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Donc, c'est vraiment ce dernier morceau de phrase qui reconnaît que les risques qui sont couverts par la loi, donc droits humains, santé, sécurité, environnement, peuvent être similaires au sein d'une même région ou au sein d'un même secteur industriel et commercial. Pour prendre un exemple, le secteur textile dans son ensemble est confronté à une série de risques très importants, par exemple liés au genre, étant donné qu'il y a une grande majorité d'employés féminins dans ce secteur. Il y a des risques de santé, d'environnement, dus à l'utilisation de produits chimiques, des risques relatifs aux droits sociaux, étant donné que les salaires sont très bas et qu'il y a une grande concurrence. Donc, il peut être utile pour les entreprises de ces secteurs et d'autres secteurs de réfléchir ensemble aux risques inhérents à leur activité et à la manière de les prévenir. Donc, pour parler encore un petit peu de l'OCDE, à l'OCDE, pour ces raisons, on a publié des guides sectoriels vraiment très pratiques, aider les entreprises à répondre à leurs devoirs de diligence dans les secteurs miniers, textiles, agricoles ou financiers. Donc ça, c'est au niveau de l'OCDE, c'est au niveau des États, mais les entreprises elles-mêmes et les parties prenantes dans certains secteurs se réunissent également pour prendre des initiatives en matière de devoir de diligence. Et ces initiatives peuvent avoir plusieurs buts, qui peuvent être de cartographier ensemble les risques inhérents au secteur ou à la région, cartographier les acteurs, mettre en place des systèmes communs d'alerte et de plainte, ou de créer des systèmes de prévention ou d'atténuation des impacts qui sont plus puissants que si l'entreprise agissait toute seule. On peut imaginer par exemple que toutes les entreprises d'un secteur particulier qui se fournissent auprès d'un même fournisseur lui enjoignent d'adopter de meilleures pratiques, pour citer juste un exemple.
Alors, pour parler de ces questions précises, la question des initiatives sectorielles prises par les entreprises et les parties prenantes, je vais maintenant passer la parole à nos orateurs pour qu'ils nous expliquent comment, dans leur domaine respectif, ils participent à ces initiatives sectorielles, ils les développent et comment ces initiatives permettent de rencontrer les exigences des entreprises en matière de devoir de diligence, que ça soit en vertu de la loi française de 2017 ou bien plus en général, car il y a une attente sociétale très forte en la matière, bien au-delà de la France, évidemment. Donc voilà, je vais tout de suite passer la parole à Alistair Smith, coordinateur international de l'ONG Banana Link, basé au Royaume-Uni, si mes informations sont correctes. Alistair va parler pendant 10 ou 15 minutes et pendant la présentation d'Alistair, vous pouvez poser vos questions sur la boîte de dialogue. Je vais lire les questions et j'en sélectionnerai quelques-unes pour qu'on puisse avoir une discussion après la présentation d'Alistair. Donc Alistair, si vous êtes prêt, je vous passe la parole. On m'a demandé de parler très brièvement de ce que j'ai appelé stratégie de rééquilibrage, en particulier comment impliquer les travailleurs, travailleuses, les chaînes de global valeur dans les initiatives sectorielles. Donc, forcément, ça va être très bref, mais je commence par quelques constats de départ qui peuvent être sujet de discussion et débat, je crois. Donc, c'est quelques constats que les salariés des plantations et des stations d'emballage, notamment dans le cas des filières bananes, forment le maillon le plus désavantagé dans les chaînes de valeur. Ça applique à beaucoup de secteurs. C'est pas vrai que pour la banane. Que les salariés organisés en syndicats indépendants et qui ont négocié des conventions de travail collectives avec leurs employeurs bénéficient de plus d'avantages socio-économiques que ceux qui n'ont pas pu s'organiser. Sans entrer dans le débat de quels sont les obstacles à l'organisation syndicale. Et troisième constat qu'on fait, c'est que les acheteurs de la grande distribution qui cumulent la plupart des bénéfices qui sont disponibles le long de la chaîne, jusqu'à 80-90%, on estime. Ce ne sont pas les employeurs directs des travailleurs dans les plantations et les stations d'emballage. Donc, ça pose une question vis-à-vis de la responsabilité des acheteurs qui sont quasiment jamais les employeurs directs. Et on fait le constat que sans dialogue structuré entre les différents acteurs économiques, rien ne changera sur le fond. En termes de création d'un forum multi-acteurs, à savoir le Forum mondial de la banane. Je résume plus de 20 ans de travail, donc vous m'excusez si c'est un peu bref, mais on avait pour but une transformation des filières vers des filières durables et qui vise la question économique aussi bien que les questions sociales. Un forum qui, nécessairement pour nous, inclut les acteurs puissants aussi bien que les plus faibles, et notamment les organisations de travailleurs et de petits producteurs, qui sont assez marginaux dans le contexte du commerce international de la banane, mais qui existent quand même. Et qui inclut les gouvernements. Beaucoup de forums multi-acteurs ne contemple pas la participation des gouvernements. Nous, dès le début, on a trouvé que c'était extrêmement important. Et au fur et à mesure de l'initiative, on voit que les gouvernements prennent de plus en plus de participation active. Donc, un forum aussi qui traite tous les sujets, y compris les plus sensibles. Et quand je dis sensibles, je parle notamment des questions économiques, autour des prix, des salaires, du partage, de la répartition et partage de la valeur. Et dans le cas de la banane, puisqu'il y a une histoire politique très politisée, très, on va dire, controversée dans l'histoire du commerce international, que certains d'entre vous connaissent certainement, mais on s'est doté d'un secrétariat indépendant et crédible pour tous les acteurs, et à savoir la FAO. Donc voilà, le forum est né après un long processus de préparation, notamment mené par la société civile, mais qui a inclus dans les
l'année ou les 2 ans avant la création du Forum 2009, les entreprises fruitières et de la grande distribution, de plus en plus, et évidemment les autres acteurs, les travailleurs, des petits producteurs, les gouvernements, les scientifiques et ainsi de recherche. On a 3 commissions permanentes qui traitent 3 sujets, grosso modo, le sujet environnemental autour des systèmes de production durables et les impacts environnementaux. On traite, comme je vous ai dit, les questions économiques autour d'un groupe de travail qui travaille sur la répartition de la valeur au long de la filière. Et on travaille sur les questions des droits des travailleurs, l'équité de genre en thématique transversale et santé et sécurité au travail. Comme je vous ai dit, le secrétariat du Forum mondial est basé à la FAO et on a un comité de pilotage international avec 35-40 entreprises et organisations et gouvernements. Donc, quelles sont les autres stratégies, mais parallèles à la stratégie clé d'un forum multi-acteurs, on pense que c'est très important d'avoir une stratégie de renforcement de la capacité des organisations de la société civile, sinon elles se trouvent souvent exclues. Donc, les organisations syndicales des travailleurs, à travers la mise en réseau, à travers des coordinations nationales et continentales, la participation, pour assurer la participation des petits producteurs qui sont, comme je vous ai dit, désavantagés dans le marché mondial, mais qui continuent d'exister et de participer au commerce international, notamment à travers le commerce équitable. Ce renforcement de la capacité de ces organisations vise leur participation sur une base d'équité le plus équitable possible dans toutes les discussions, à travers notamment l'éducation, la formation des travailleurs à travers leurs syndicats, et un soutien au plaidoyer par les organisations de la société civile dans les pays consommateurs notamment, qui sont plus actés à des ressources. Stratégie dans la partie économique qui pourrait vous intéresser. Comme vous le savez, dans toutes les filières, il existe une série de coûts sociétaux, on les appelle, qui ne sont pas comptés dans la structure des prix aujourd'hui, ce que les économistes appellent des externalités. Et dans le cas de la banane, la démarche banane, on a commencé par travailler sur le coût socio-économique de paiement de salaire bas ou non-paiement de salaire décent. On travaille sur une initiative globale la plus synchronisée possible dans toute l'industrie d'aller vers des salaires décents. Et je note aussi que le commerce équitable, qui est plus de 5% du commerce mondial de la banane aujourd'hui, et dans certains pays jusqu'à 50% de la consommation, ça a été un levier très très important à travers ces prix minimums calculés selon les coûts de production durables. Il s'avère être un levier très important. Une autre stratégie complémentaire, on va dire, c'est en dehors du forum et qui peut mener à des actions au sein du forum aussi, c'est la coopération bilatérale avec des acteurs clés de la production, donc les compagnies fruitières, et de la distribution mondiale, ceux qui sont prêts à développer des projets spécifiques. Très brièvement, on peut citer l'exemple de la coopération avec la compagnie fruitière multinationale française, qui a plus de 10 000 employés dans le monde, ça c'est sûr. Et on a un projet au Ghana, qui a commencé au Ghana pour l'augmentation de l'emploi des femmes, pas seulement de la quantité, mais aussi de la qualité de l'emploi des femmes dans les plantations et les stations d'emballage. On travaille aussi sur l'amélioration du dialogue social à travers des plateformes syndicales dans leurs filiales en Afrique. On travaille aussi avec le groupe Carrefour International qui a annoncé une stratégie de mise en place de systèmes de production agroécologique dans toute leur chaîne d'approvisionnement. Ils commencent par la banane et ils vont, je vous dis au cas où c'est pas l'information publique, qui vont passer à d'autres secteurs
avec cette stratégie d'encourager leurs fournisseurs à aller dans le sens de systèmes de production agroécologique. Donc intéressant, assez récent comme développement. Et juste pour vous inciter à réagir en matière de la RSE, question qui est notre vision, mais de travailler vers l'intégration de la responsabilité dans les stratégies des entreprises, y compris les stratégies économiques, et de passer au-delà du stade où les entreprises peuvent voir la RSE seulement comme une activité connexe. Voilà, si j'ai pu vous provoquer un petit peu, je serais content d'essayer de réagir à vos commentaires, vos questions. Le site, vous pouvez avoir plus d'informations sur ce que je viens de présenter très brièvement. Un grand merci, Alistair, pour cette présentation brève, mais quand même assez détaillée et éclairante du travail très important que vous faites avec Banana Link. On va commencer la discussion, donc j'invite tous les participants à poser leurs questions sur la boîte de discussion. On a déjà reçu 2 questions que je vais vous poser. La première question faisait référence aux collectivités territoriales. Donc, un participant nous disait qu'il discutait avec une collectivité territoriale qui gère notamment des cantines scolaires ou des cantines d'entreprise peut-être, et que la banane était notamment un des produits sur lesquels il s'engageait. Alors, la question était de savoir si dans vos travaux, vous incluiez également les collectivités territoriales en tant que, par exemple, consommateurs ou clients de ce produit. C'est pour une première question et je vous pose immédiatement la seconde. La seconde était que vous disiez qu'un des sujets sur lesquels vous travailliez était le fait de garantir un salaire décent aux travailleurs du secteur. Alors la question était de savoir comment vous définissiez un salaire décent, notamment pour les ouvriers agricoles ou pour les agriculteurs indépendants. Oui, très bien, merci. Donc, sur la question des collectivités territoriales, nous, directement, on est trop petits pour pouvoir tout faire, mais on est en lien à travers plusieurs réseaux, notamment en Europe, avec des organisations qui travaillent avec la restauration collective et, comme vous dites, dans des pays comme l'Italie, l'Allemagne, etc., il y a un travail qui est fait par des collègues du monde de la société civile sur la banane dans la restauration collective. C'est pas un travail qu'on fait directement, mais je cite l'exemple de nos collègues italiens qui ont eu pas mal de progrès dans les cantines scolaires des grandes villes d'Italie sur la banane équitable et bio, pas seulement le pourquoi et les comment, mais l'approvisionnement direct. Donc, il y a un travail intéressant sur ça par des collègues qu'on n'est pas capable de mener nous-mêmes et qui informent nos efforts dans les pays consommateurs. Sur la question de salaire décent, oui, on a quand même mis quelques années parce qu'on était un peu pionnier dans ce domaine, donc il n'y avait pas de méthodologie disponible à prendre comme ça d'autres secteurs. On a dû inventer une méthodologie crédible et qui est acceptable à tous les acteurs. Donc, on travaille maintenant avec des organismes de certification, notamment avec le Fairtrade International, donc c'est-à-dire le commerce équitable, et un organisme qui est très présent dans le secteur de la banane, le Rainforest Alliance, avec une méthodologie de travail qui établit des benchmarks, des indicateurs, des références chiffrées, pays par pays, zone territoriale au sein des pays, spécifiques aux zones de production de la banane. Et on a aujourd'hui 9 ou 10
indicateur de référence pour les salaires, les coûts de la vie dans ces zones qui sont utilisés comme référence pour le travail multi-acteurs vers l'application des salaires décents, et notamment dans les pays où la brèche entre les salaires réels et le niveau de salaire décent est important. Donc, évidemment, il y a de grandes différences entre pays, des brèches qui vont de 40-50% des salaires réels par rapport au salaire décent jusqu'à 90, 80, jusqu'à 100%, où la plupart des travailleurs, même les pires payés, sont payés un salaire décent dans le cas de la Colombie, par exemple. Mais on a mis, en résumé, on a mis quelques années à mettre en place la méthodologie qui soit acceptable pour tout le monde. Donc, open source, oui, disponible, c'est la méthodologie Anchor. Il y a un guide de 300 pages sur l'application de la méthodologie Anchor sur le calcul des indicateurs de référence de salaire décent, qui est disponible, Anchor, A-N-K-E-R. Ok, je vois que vous prenez les questions vous-même, donc c'est parfait. Ça rend mon travail plus facile. Il y avait aussi une question au-dessus dans le fil de discussion qui était, vous parlez de commerce équitable. Alors, est-ce que vous échangez avec le mouvement Fairtrade, avec des organisations comme Max Havelaar, par exemple? Absolument, ils sont membres. Au niveau international, sont membres très actifs de tout ce travail. Comme je vous ai dit, on trouve que commerce équitable, c'est un levier très important en matière de salaire décent, qui mène un peu la démarche, et ils sont membres du forum, mais aussi on a un travail en tant que Banana Link avec beaucoup d'initiatives nationales, y compris Max Havelaar France et les autres sur la mise en pratique de salaire décent, d'amélioration de relations entre travailleurs et entreprises, etc. Donc, on a un travail depuis le début du commerce équitable avec toute la structure assez complexe de commerce équitable au niveau mondial et dans ses expressions locales.